Bonjour. Plusieurs internautes m'ont demandé: mais comment démarres-tu un ensemble vapeur? Ça a l'air un peu plus compliqué que de démarrer un moteur électrique. C'est vrai et c'est faux. Il suffira simplement de suivre pas à pas tous les éléments qui constituent cet ensemble pour que chacun remplisse correctement sa fonction. Donc il y aura effectivement un ordre à respecter. Mais avant de commencer la dite procédure, je voulais vous rappeler un tout petit peu de vocabulaire. D'aucuns le savent, chaque technique a son vocabulaire et il est plus facile d'échanger sur les bons mots lorsque l'on doit partager sur des problèmes notamment. Je vais commencer par le plus simple. Une radiocommande. Une radiocommande est composée d'un émetteur et d'un récepteur permettant de transmettre des informations, en général de mouvement, à ce qu'on appelle des cerveaux. Donc, vous avez l'émetteur en main, le récepteur et les cerveaux dans le bateau. Première chose importante, parce que c'est du vécu, ne vous trompez pas, lorsque vous avez comme moi plusieurs émetteurs et récepteurs, de prendre le bon couple, sinon vous vous retrouvez à plusieurs centaines de kilomètres de chez vous avec une radio qui ne fera pas fonctionner votre bateau. À cette époque, je n'ai pas rigolé. Autre élément donc constituant mon ensemble vapeur, le tank à gaz. Effectivement, on ne dit pas un réservoir, on parle de réservoir d'essence, de réservoir d'eau, mais on parle de tank à gaz. Sur ce tank à gaz, vous avez en option, entre guillemets, un manomètre qui vous indique pas s'il est vide, bon celui-là il est vide, et vous avez en général une vanne de remplissage et deux vannes. La vanne d'alimentation et la vanne de purge. La vanne de purge, à la différence de la vanne d'alimentation, a un petit tuyau en dessous. Ce qui fait que lorsque nous remplissons ce tank à gaz avec une bouteille un peu plus grosse et en phase liquide, lorsque le liquide atteint le point bas de ce tuyau, la dite vanne crachote et nous savons donc que nous avons atteint le niveau obtenu est celui que nous souhaitons pour garder ce qu'on appelle un ciel. Le ciel est ce qui permet au gaz de se transformer, le gaz liquide, de se transformer en gaz. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ensuite, nous avons le ou les brûleurs. Ces brûleurs sont en général caractérisés par leur puissance. Cette puissance est exprimée en consommation de grammes par heure. Ici, par exemple, vous avez deux brûleurs de 140 grammes heure de puissance. Je ne connais pas cet équivalent en watts ou en calories. En tout cas, 250 grammes environ de chauffe, ça permet de chauffer des belles chaudières. Petit détail, ce type de brûleur est appelé brûleur torche. À la différence des brûleurs de type rond que nous retrouvons dans certaines chaudières verticales, qui sont en général, alors je ne sais plus comment on les appelle exactement, je retrouverai le mot quand je le chercherai. Ensuite, élément indispensable à mes yeux, le sifflet. Le sifflet, à mon avis, a deux sources d'intérêt. Un, il symbolise la vapeur. Deux, il peut permettre de faire tomber rapidement la pression si on en a besoin. Et trois, il permet de vérifier si par hasard on remplit trop ou pas la chaudière. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi et comment. Vous avez ensuite ce qu'on appelle la vanne dite vapeur. Cette vanne est tout simplement celle qui permet de fermer et d'ouvrir la distribution de vapeur à la machine. Sur cette chaudière, vous retrouvez donc un manomètre, indispensable. Là, on ne discute pas, le manomètre. Et on associe en général, en tout cas moi j'associe le manomètre avec un régulateur de gaz. Alors celui-ci est un régulateur dit à double membrane, parce que la partie pression d'eau
est distinguée de la partie gestion du gaz. Vous avez ici une petite vanne, ce qu'on appelle une vis de ralenti. Régler cet ensemble doit se faire, je le rappellerai un peu plus tard, quasiment à chaque nave. J'en profite aussi pour cet élément de sécurité que d'aucuns négligent mais que je trouve très important, c'est la vanne radiocommandée de sécurité gaz. C'est-à-dire que par défaut, elle est fermée, il faut appuyer dessus pour que le gaz passe, et si vous relâchez avec un cerveau ou un autre système la pression sur ce petit piston, le gaz se coupe. Très important. Nous avons ensuite, sur la dite chaudière, la soupape de sécurité. Cette soupape de sécurité a pour objectif d'empêcher votre chaudière de monter en surpression. Les chaudières, aussi appelées générateurs de vapeur, les chaudières sont tarées. Ça veut dire qu'elles sont testées à une pression de service donnée, sachant que cette pression de service de test doit être au moins 2 fois supérieure à la pression de service utilisée ensuite. Dans cet exemple, cette chaudière, je la fais travailler en général entre 2 et 4 bars et a été testée à plus de 10. Mais, pour m'éviter tout souci, j'ai réglé cette soupape de sécurité à 3 bars et demi. Donc à 3 bars et demi, elle commence à laisser passer du gaz. De la vapeur. Bon, vous avez les bouchons de remplissage, rien de miraculeux. Ensuite, nous arrivons au graisseur. Il est important d'installer sur un ensemble à vapeur un graisseur. À titre personnel, je travaille aux environs de 2 bars et demi de pression. À cette pression, la vapeur est très humide. Elle est donc auto-lubrifiante. Cela dit, ça n'empêche pas d'avoir un tout petit peu de gras dans le système, parce que comme on le dit de toute façon, le gras c'est bon pour la santé. Typiquement, ce type de graisseur, en anglais lubricator, ce type de graisseur est dit à déplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la vapeur passe ici dans son tuyau, un tout petit trou dans le dit tuyau met cette vapeur en contact avec le graisseur. Le peu de vapeur en contact avec ce graisseur refroidit. Elle redevient de l'eau. L'eau est plus lourde que l'huile. Elle tombe, cette eau tombe au fond du graisseur et fait remonter de l'huile. Cette huile, du coup, passe par le petit trou. Et donc, vous avez un déplacement d'huile lié à un déplacement de vapeur, d'où la notion de graisseur à déplacement. Vous avez aussi des graisseurs à rochet. Ce sont des petites pompes, on les voit sur les locomotives. Ce sont des petits pistons actionnés par un excentrique installé sur le moteur. Moi, j'en ai pas. Derrière ce graisseur, parce qu'on met toujours le graisseur avant les pièces à graisser, c'est original, vous avez la vanne de registre. Alors, ne pas confondre justement avec la vanne vapeur. Comme je vous l'ai dit, la vanne vapeur, pour moi, c'est celle qui permet d'ouvrir et fermer une fois pour toutes la vapeur de la chaudière. Celle-ci, cette vanne de registre, permet de gérer la quantité de vapeur injectée dans la machine. On dit machine. Alors je le rappelle parce que je ne vais pas faire une interrogation écrite, mais quand même, essayez de vous en souvenir. Une machine reçoit son énergie alors qu'un moteur la génère. Un moteur à explosion, diesel ou essence, vous le savez, contient son explosion et fait bouger ses pistons. Ici, si je n'ai pas un élément extérieur qui donne de l'énergie à cette machine, elle ne bougera pas. Alors, comment appelle-t-on cette machine? Eh bien, cette machine est dite de type pilon. Elle a 2 cylindres, c'est donc une machine type pilon bicylindre. Celle-ci est dite à double effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vapeur, grâce à ce qu'on appelle un tiroir ici, va être injectée alternativement au-dessus et en dessous
du piston qui va donc se déplacer de manière verticale. Ce mouvement est traduit ensuite via le pied de bielle en un mouvement rotatif. Donc, pilon bicylindre. Simple. Maintenant, vous avez d'autres types de machines. Vous avez ce qu'on appelle communément, je dirais, le compound. Le compound est aussi un multicylindre, parce qu'en fait, compound, ça veut dire multi-expansion, et en général, on utilise le mot compound lorsque cette multi-expansion porte sur 2 cylindres. Ça veut dire tout simplement que le premier cylindre, que nous allons appeler haute pression, au lieu de se décharger dans l'atmosphère et dans le déshuileur que je vais vous montrer juste après, décharge l'énergie de la vapeur qu'il a utilisée dans un deuxième cylindre de plus grand diamètre, lequel va effectivement laisser ensuite partir la vapeur. Donc cette machine est dite compound. Elle est quand même, comme vous le voyez ici, avec des tiroirs, mais elle n'a pas de système de reverse. Donc cette machine n'est faite pour fonctionner que dans un sens. Il est possible d'installer des systèmes de reverse. Alors, il en existe plusieurs des systèmes de reverse. Vous avez le grand classique qui s'appelle Stephenson, mais vous avez aussi Maudslay ou Hackworth. Je vous laisse chercher sur Internet Hackworth ou Maudslay, mais en tout cas, je vous ai déjà présenté de nombreuses fois le système de Stephenson, que nous vous retrouvons aussi sur les locomotives. Le principe est de décaler le petit tiroir qui injecte la vapeur dans les cylindres, de manière à ce que lorsque le piston est en point mort haut, son axe, le pied de bielle, soit dans un sens ou dans l'autre, ce qui fait que quand il redescend, s'il est comme ça, il va tourner ce qu'on appelle anti-clockwise, alors que s'il est dans ce sens-là, il va tourner clockwise. Donc vous avez ici un bicylindre à coulisses de Stephenson, double effet. Alors pourquoi je dis double effet? Parce qu'il existe aussi d'autres modèles. Vous avez ici ce que nous appelons une machine oscillante. Pourquoi oscille-t-elle? Tout simplement parce qu'à la différence de celle-ci où les pistons ne font que bouger pour faire tourner derrière un système de bielle et de vilebrequin, ici, ce sont les pistons proprement dits qui bougent et l'axe central d'alimentation vapeur, comme vous le voyez, lui ne bougera pas. Donc la partie centrale est fixe, les deux parties latérales sont mobiles, mais il est aussi celui-ci avec, comment ça s'appelle? Ah là là. Oh, j'ai un trou, ce que je viens de vous dire à l'instant. Double effet! Oh là là, c'est terrible. Hein. Donc lui aussi est double effet, ce qui permet, grâce à ce système ingénieux d'injection de vapeur, qu'on appellera un inverseur, d'envoyer la vapeur plutôt en dessous au début qu'au-dessus, et ça fait que la machine tourne dans un sens ou dans l'autre. J'ai plein de vidéos qui vous le montrent. La dernière machine que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle des machines de vitesse. Ce sont des machines qui savent prendre jusqu'à 4000 tours à vide, qui n'ont effectivement aucune pièce, le minimum de pièces mobiles, juste la partie alimentation, parce qu'il faut quand même bien que la vapeur rentre et sorte. Mais, comme vous le voyez, ces machines en dessous n'ont rien. Elles sont dites à simple effet. Donc ces machines à simple effet ont pour objectif, elles ne sont pas d'ailleurs compound, mais elles sont simplement bicylindres, elles ont pour objectif de tourner très très vite, avec un système de distribution qui permet justement d'atteindre des vitesses importantes, alors que les coulisses de Stephenson ne sont pas prévues pour prendre 3 ou 4 000 tours. Une fois que la machine est installée, vous pouvez avoir envie ou pas de rajouter de l'eau. Alors là encore, 2 systèmes pour rajouter de l'eau dans une chaudière en cours de fonctionnement. Vous avez ici ce qu'on appelle la pompe attelée. Donc c'est une pompe qui, comme vous le voyez, alors évidemment d'une main j'y arrive pas parce que c'est un peu collé par le gras, mais c'est une pompe qui fonctionne en même temps que la machine. Donc au fur et à mesure que la machine tourne, vous voyez la pompe agir. Vous pouvez trouver aussi sur certains bateaux des pompes manuelles. C'est un peu un intermédiaire. Vous pouvez quand même laisser effectivement
le bateau sur l'eau et pomper directement avec le petit levier pour la remplir, pour remplir votre chaudière. Bien entendu, associé à toute pompe, moi je rajoute en entrée un petit filtre. Alors ça, c'est des petits filtres automobiles. Ben, ils sont très pratiques. Alors, bien sûr, vous n'allez pas naviguer dans des endroits absolument immondes, mais sachez que si vous prenez l'eau à environ 10 cm de la surface, ben, les saletés, soit elles flottent, et elles sont en général à moins de 10 cm du cœur de votre bateau, donc de l'endroit où vous pompez l'eau, soit elles sont lourdes et elles ont coulé. Donc en général, à 10 cm de profondeur, l'eau est à peu près propre. Ensuite, cette pompe, alors moi je fais simple, mais cette pompe, elle a un débit qui n'est pas forcément adapté aux besoins de remplissage de la chaudière. Je rajoute donc sur son circuit en sortie ce que nous appelons une vanne bipasse. Comme vous le voyez, vous entrez d'un côté, vous pouvez ressortir de deux côtés. Cette vanne bipasse est manuelle parce qu'elle va me permettre de régler par défaut le débit que vous aurez soit en haut, soit en bas, soit des deux côtés. Donc en général, je fais mes essais en baignoire et je vérifie la manière dont la pompe remplit la chaudière pour régler une fois pour toutes cette vanne. En général, je sais à peu près trouver la bonne position. L'objectif, je vous le rappelle, à mes yeux en tout cas, de ce type de vanne, n'est pas de garder à fond le niveau toujours le même, mais de laisser un niveau d'eau suffisant pour la durée de la navigation que vous souhaitez. L'intérêt d'une navigation, c'est d'être toujours, bien sûr, safe, donc sécurisé. Donc toujours de l'eau. Comme vous l'avez vu ici, je peux avoir des gros tanks, je peux avoir une très grosse autonomie en termes de gaz. Il faut que j'ai au moins une belle autonomie au niveau de l'eau, ou en tout cas une autonomie choisie que je peux régler grâce à cette vanne. Donc vous avez ici tous les éléments constitutifs. Dernier élément bien sûr, indispensable lorsque vous êtes en manifestation et dès que plusieurs bateaux sont sur l'eau, le déshuileur. On dit déshuileur, on dit bien graisseur et on dit déshuileur. Vous branchez ce déshuileur derrière la machine et le fait que la vapeur arrive ici sur un axe qui n'est pas celui de l'échappement de ce déshuileur fait que le tourbillon créé suffit pour la refroidir juste assez afin que l'huile qu'elle peut contenir, grâce au graisseur notamment, retombe au fond de ce récipient. Donc le déshuileur, comme son nom l'indique, a pour vocation de récupérer l'huile que vous avez pu injecter avant de laisser passer une vapeur propre dans l'atmosphère. Je sais que certains ont eu l'occasion de rajouter quelques gouttes d'huiles essentielles dans leur chaudière. C'est très sympa, mais je ne suis pas sûr que ce soit bon pour toute la tuyauterie interne de la chaudière, parce que si les dépôts tapissent les tubes intérieurs, ce qu'on appelle les tubes bouilleurs de la dite chaudière, les calories passent moins, donc moins bon rendement de la chaudière. Donc nous avons ici, moi ce que j'appelle un ensemble vapeur complet. Maintenant, le process de démarrage proprement dit. Il faut respecter certaines règles parce que si vous les oubliez, vous risquez de rater votre nave. Première chose, à titre personnel, je commence toujours par remplir mon tank à gaz. En effet, ces tanks à gaz, quelles que soient les manières dont vous branchez dessus les modes de remplissage, ici c'est par petite pipe, il y a toujours du gaz qui s'échappe. Ce gaz, il est plus lourd que l'air, donc il va tomber au fond de la coque. Donc, avant bien sûr d'allumer vos brûleurs, il est important que ces résidus de gaz aient été chassés. Le fait d'avoir rempli en premier lieu mon tank à gaz, éventuellement je vais souffler dans le fond de la coque pour chasser, mais en tout cas, j'ai le temps de laisser le résidu de gaz s'en aller.
La deuxième chose que je fais, c'est que je remplis ma chaudière. Je remplis ma chaudière, alors j'espère que vous le voyez là, mais à titre personnel, je remplis toujours ma chaudière jusqu'au ras du tube de niveau. Pourquoi? Parce qu'en général, le ras du tube de niveau correspond à peu près à 1,5 cm, 2 cm du haut de la chaudière, proprement dite, ce qui laisse un ciel pour que la vapeur puisse commencer à se former. Cela dit, des fois, dans le feu de la conversation, je remplis, je ne fais pas forcément attention, et je remplis trop. Je vous dirai comment derrière, je vérifie cette petite, entre guillemets, erreur, mais sans conséquence. Ensuite, troisième étape, je mets de l'huile dans mon graisseur. Cette huile, c'est une huile épaisse. Alors, sur les locomotives, on va... Alors, d'abord, l'épaisseur se mesure en grades. Vous avez sur vos voitures du 10W50, du 20W40. Ça veut dire que en hiver à froid, la viscosité, voilà, c'est ça le terme, la viscosité est plus fluide que lorsque votre huile chauffe. Donc 10 Winter 50, ça veut dire que votre huile est plus fluide à froid qu'à chaud. Nous, en tout cas moi, j'utilise de l'huile de 430 degrés. C'est de l'huile vapeur de 430 à 480 degrés. Sur les locomotives, même sur des jouets, en 5 1/4 ou en 7 pouces, vous pouvez aller jusqu'à de l'huile de 1000 degrés. Donc c'est plus de l'huile, c'est quasiment du goudron. Mais en tout cas, l'huile que j'utilise, c'est de l'huile vapeur qui se dissout un petit peu dans l'eau et qui fait son travail de lubrification sans trop s'évaporer, entre guillemets. Pourquoi je dis ça? Parce que j'utilise la même huile, donc très épaisse, sur mes machines. Je graisse toutes les pièces mobiles que vous avez ici, plus les petits godets graisseurs pour les pieds de vilebrequin. Je graisse tout avec cette 430, 450, 480 degrés parce que au départ, c'est vrai que ça gomme un peu. Là, vous avez vu, j'ai essayé de tourner, l'huile n'a pas tourné, cette machine n'a pas tourné depuis un petit temps, ça colle un petit peu. Mais l'avantage de l'inconvénient, c'est que cette huile ne va pas disparaître instantanément comme pourrait le faire l'huile de paraffine que nous pouvons aussi utiliser par ailleurs. À titre personnel, je mets de l'huile de paraffine sur une machine que je ne vais pas utiliser pendant longtemps. Juste histoire de graisser. Typiquement, sur un de mes Stewart Daddy's que j'ai rangé, j'ai enlevé les petits bouchons, je l'ai gavé d'huile de paraffine. L'avantage, c'est comme ça, à l'intérieur, ça ne rouillera pas. Donc, j'ai mis de l'huile, et bien sûr, en corollaire, au cas où je ne l'avais pas fait avant, je vérifie que mon déshuileur est vide. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Une fois que tous ces éléments sont faits, donc j'ai fait le gaz, j'ai fait l'eau, j'ai fait l'huile, j'ai fait les graissages, j'ai vérifié la vidange du déshuileur, j'ai vérifié bien sûr que le gaz avait été chassé, si jamais il y en avait, de la partie coque, j'allume les brûleurs. C'est pas parce que j'ai allumé les brûleurs que le bateau va partir tout de suite. Déjà, sur la plupart de mes ensembles vapeur, sauf les bateaux de vitesse, il me faut environ 8 à 10 minutes pour que la pression monte de manière significative, c'est-à-dire aux alentours des 2 bars, dans ma chaudière. À ce moment-là, la première chose que je vérifie, c'est le bon fonctionnement, et ça se fait à l'oreille, le bon fonctionnement du régulateur de gaz. En effet, comme je les règle à 2 bars, quand la chaudière arrive à 2 bars, le gaz doit ralentir. Il faut savoir que ces régulateurs fonctionnent par différentiel de pression. Donc vous comprenez que si la pression extérieure varie, et elle peut varier énormément entre un beau temps plein soleil et un froid d'hiver comme en ce moment, en fait vous pouvez passer de 980 millibars à plus de 1045 millibars. Et ça peut jouer un tout petit peu sur ce régulateur. Donc je vérifie bien, que je régule à la pression souhaitée, disons 2 bars, auquel cas je peux jouer avec cette molette principale sur son déclenchement, et je vérifie aussi que
ma veilleuse ne s'éteindra pas avec son petit pointeau. La difficulté que nous pouvons avoir et que nous rencontrons souvent, c'est qu'en général, quand on fait le plein de nos tanks à gaz, on monte à 2 bars, 2 bars et demi, parce que ce sont les pressions qu'on a dans nos bouteilles de remplissage, mais la pression retombe. Pour pallier cette difficulté, et je ne l'ai pas montré, vous pouvez aussi rajouter ce qu'on appelle un détendeur. Le détendeur garantit une pression constante à l'alimentation du système gaz. En général, je règle mes détendeurs à 800 grammes, voire 1 kg de pression. Donc je peux avoir 4 kg ici, de toute façon à la sortie j'aurai constant 1 kg de pression et je peux vérifier le bon fonctionnement de mon régulateur. Une fois, là encore j'ai toujours pas démarré, hein, donc ça fait déjà 10-12 minutes que j'ai commencé la chauffe. Alors, je ne vous reparle plus de la radio, hein, on est d'accord, la radio fonctionne. Hein. Je vérifie grâce au sifflet, vous le constatez, le sifflet est au même niveau que la vanne vapeur. J'ouvre le sifflet. Si le sifflet me laisse cracher de l'eau, c'est que j'ai mis beaucoup trop d'eau ou que j'en ai mis trop. Donc, je vide le surplus d'eau que j'ai dans la chaudière avec le sifflet. En général, les gens apprécient peu parce que ça crachouille et ça ne fait pas un joli bruit. Mais moi, en tout cas, j'ai besoin de ce petit moment pour m'assurer que lorsque je vais ouvrir la vanne vapeur, la machine va recevoir de la vapeur et pas de l'eau. Il faut savoir que sur nos petites machines, on ne risque pas, a priori, de les casser parce que remplir nos petits cylindres d'eau, sachant qu'on peut les aider gentiment avec la main, fait chasser le petit peu d'eau qui se trouve dedans. Mais, de toute façon, aujourd'hui, à cet instant, même si ma chaudière est à 140 degrés et à 2 bars, la machine est froide. Donc même si j'ouvre mes 2 bars de vapeur sur la machine, la vapeur qui va arriver dessus va condenser. Alors, à titre personnel, j'aide toujours avec l'hélice la machine à chasser son eau. Donc je l'aide, je tourne à la main tout doucement jusqu'à ce qu'elle parte librement. J'ai ouvert bien entendu la vanne de registre à fond pour permettre au maximum de vapeur de réchauffer cet ensemble. Vous voyez cet énorme bloc, il faut quand même un petit peu de calories pour la mettre à température. Parce qu'il faut que la température de cet élément soit celui de la vapeur pour que la vapeur ne devienne pas de l'eau dedans instantanément. Donc ça veut dire qu'il faut faire monter cet ensemble, si je dis 2 bars, à environ 120 degrés. 4 bars, 140. Comptez, là aussi, de manière grossière, 10 à 12 degrés par bar. Donc une chaudière à 2 bars monte à environ 120 et quelques degrés. À 4 bars, elle sera un peu plus de 140 degrés. Donc moi je suis aux alentours des 120 à 140 degrés. Donc pour faire monter cette température, je fais circuler la vapeur qui se retransforme en eau, et cette eau passe, bien sûr, non pas dans l'atmosphère ou dans le fond de coque, mais dans le déshuileur. Lorsque la machine est libre, ça veut dire que la machine a atteint sa bonne température de fonctionnement. À ce moment-là, je la mets au ralenti, comme ça je la laisse toujours en chauffe, et surtout très important, je vide mon déshuileur. J'ai constaté qu'un déshuileur de cette taille peut convenir à une machine de cette taille, c'est-à-dire 20 cm3, pour toute une navigation, mais je la remplis quasiment à ras-bord, rien que pour le démarrage. Donc vous avez autant de condensat en un démarrage qu'en une nave complète. Donc ça, c'est un point très important que les gens oublient. Vider systématiquement son déshuileur après le démarrage de la machine. Donc vous le dévissez, vous glissez votre seringue, vous aspirez les résidus, vous refermez, et là vous êtes prêt à naviguer. Donc vous avez là une machine opérationnelle après environ 15 minutes d'activité. Vous voyez, ça va quand même un tout petit peu moins vite qu'avec un bateau électrique que vous jetez dans l'eau. Voilà. Eh bien écoutez, si jamais cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker et à me le faire savoir. Et à l'occasion,
là encore, si vous le souhaitez, je vous préciserai la procédure d'arrêt de cet ensemble vapeur en fin de navigation. Voilà. Eh bien, je vous dis une seule chose. Au revoir les amis.